Hello friends, je reçois aujourd'hui Emmanuel Kinzonzi, une personnalité vraiment rafraîchissante et inspirante. Deux adjectifs que je n'aurais d'ailleurs probablement pas du tout employés si je l'avais rencontré il y a quelques années. Fils d'immigrés congolais ayant grandi à Villiers-le-Bel, Emmanuel a en effet longtemps emprunté le chemin de la facilité et tout son cortège de tricheries, de mensonges et d'illusions. Autant dire que ce n'était sans doute pas le cheval sur lequel vous auriez parié. Et puis un jour, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il a décidé de changer. Le nouveau chemin qu'il a décidé de prendre était long et ardu, mais a fini par l'emmener jusqu'à la prestigieuse université de Berkeley en Californie. Si vous voulez comprendre comment un tel changement est possible, comment on parvient à réformer son caractère, à prendre vraiment sa vie en main ou à développer un réseau puissant à partir de zéro, vous devriez avoir le même plaisir à écouter Emmanuel que j'en ai eu à l'interviewer. Et enfin, si ce podcast vous plaît, je serais super content que vous puissiez laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast. Bon, ça permettrait à des centaines de millions d'autres auditeurs au moins de découvrir comme vous le secret de mes invités pour mener sa vie sabre au clair. Et tout de suite, on écoute ma conversation avec Emmanuel. Salut Emmanuel, bienvenue sur le podcast de Sabre au clair. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir Christophe, un plaisir également. Alors, il y a plein de trucs que je voudrais que l'on puisse voir ensemble parce que tu as un parcours assez exceptionnel. C'est un parcours qui est pas fini et à mon avis qui va aller encore très très loin. Mais déjà, on va dire que passer de l'état d'élèves moyens, on va dire, hein, on va pas se mentir entre nous, à Villiers-le-Bel, c'est-à-dire pas la meilleure des banlieues françaises, et avoir sa start-up incubée à Berkeley quelques années plus tard, c'est un parcours qui en lui-même est suffisamment hors norme pour qu'on puisse s'y intéresser. Alors, le nom de cette start-up, c'est Safnat Panea. C'est un mot qui vient de l'égyptien ancien et comme tu l'écrivais dans ta campagne Kickstarter, ça veut dire révélateur de secrets, et tu nous expliques que c'est le nom donné à un homme qui par sa détermination et son courage a su faire face à des situations qui lui semblaient infranchissables. Alors ma question, c'est de savoir s'il y a une grosse identification à cette description-là. Alors bien sûr Christophe, bien sûr. Avec mon associé, cette histoire en fait, elle nous a beaucoup inspiré quand on était beaucoup plus jeunes. C'est l'histoire de Joseph. C'est un personnage qui est passé par des moments difficiles, trahis, des moments dans sa vie où c'est vraiment très très complexe. Mais à la fin de sa vie, effectivement, parce qu'il utilise son don, parce qu'il utilise ce qu'il a en lui, et parce qu'il reste intègre, finalement, il a une place dans la société qui devient très importante, et on lui donne un nom qui est différent, qui s'appelle Safnat Panea. Il devient gouverneur d'Égypte. Nous, cette histoire, elle nous inspire, et on espère qu'elle inspirera d'autres entrepreneurs qui, comme Joseph, passera par des moments difficiles, des moments de challenge, mais ils ont besoin de se rappeler qu'ils ont besoin d'être déterminés, curieux, persévérants, courageux pour avancer. Donc c'est l'histoire qu'on raconte, et aujourd'hui on est content de la partager avec notre communauté. Ok, alors ces difficultés, tu les as rencontrées relativement jeunes, même si au départ, on va pas se mentir, on avait un peu l'impression que c'était pas véritablement des difficultés, tu les identifiais pas comme des difficultés, t'avais l'école, c'était le truc chiant, mais tu le voyais pas comme quelque chose, comme un obstacle à surmonter, mais plutôt un obstacle à fuir. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça, effectivement. L'école pour moi ça a toujours été relou. Simplement, c'était relou. Je voulais faire autre chose, je voulais aller jouer, je voulais faire du sport, je voulais être avec mes camarades. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, l'école, c'était le passage obligé. Et au fur et à mesure de ma scolarité, j'ai compris en fait l'essence même de l'école et pourquoi c'était important, pourquoi l'apprentissage c'était important. Et c'est finalement ce que je raconte un peu plus tard. Ouais, tu as écrit un livre donc quelques années après qui s'intitule Je ne veux plus tricher. Et comme je te le racontais l'autre jour, pour pouvoir avancer dans le livre plus vite, j'ai profité d'un long trajet en voiture pour demander à ma fille aînée qui était assise à côté de moi de me faire la lecture. Je me suis dit ça va être une lecture édifiante pour elle et puis pour mes autres enfants. Et quand je leur ai dit que j'allais t'interviewer pour ce podcast, je leur ai dit quelle est la question que vous voulez que je pose à Emmanuel. Et la réponse a été
On aimerait bien savoir comment il trichait quand il était petit. Ben justement, moi, quand j'étais petit, j'ai pas de téléphone portable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais eu encore d'autres astuces incroyables. Mais moi, à mon époque, on n'avait pas de téléphone, en fait, en classe. Donc, on avait des stylos, des blancs. On préparait des brouillons. Les brouillons, ils étaient magnifiques. Il y avait des plans d'action, il y avait des introductions, c'était incroyable. Donc, c'est ce qu'on faisait. Euh, et après, effectivement, on trichait aussi en réseau. Donc, notre but, c'était de maximiser justement notre note sans que ça se voit. Donc, on était vraiment des chefs de projet innovants pour pouvoir tricher. Donc, j'avais des tonnes d'anti-sèche et de combines pour pouvoir y arriver. Donc tu avais déjà en toi une ressource précieuse qui est la créativité. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce que tu as pu en faire au-delà des anti-sèches. À ton avis, le problème à l'époque, c'était quoi? C'était toi ou c'était l'école? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Christophe. Bah, je pense que c'est moi, hein, premièrement, puisque je trouve que j'avais quand même des bons professeurs. Avec du recul, je me dis, mais finalement, on avait des gens, j'étais en ZEP, moi, souvent, et des gens quand même qui étaient très, très impliqués dans notre éducation, qui voulaient toujours faire des sorties pédagogiques, qui voulaient nous donner des choses, qui voulaient vraiment vouloir nous aider, faire des actes, nous aider de manière individuelle. Mais effectivement, bah, j'étais un peu jeune, je comprenais pas forcément l'intérêt, et bah, je regardais plus, en fait, le moyen de pouvoir m'amuser et de m'extraire finalement de ce contexte-là. Donc, premièrement, c'est de ma faute, hein, si je triche. Alors, C'est sûr. tu t'expliques bien dans ton livre la personnalité un petit peu de tes parents. Ton papa donc immigré congolais, se rendant compte que bah, il avait de la chance d'être arrivé en France avec tout ce que cela constitue d'opportunités, notamment pour apprendre en fait, hein, et pour étudier. Et puis des parents qu'on sent profondément droits et soucieux de te faire avancer dans le droit chemin, et donc de bien t'élever, de bien t'éduquer. On peut dire quand même que ils ont un peu foiré leur mission a priori dans les premières années. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour être plus efficaces? Parce que on est nombreux soit à avoir été dans ta situation et moi je m'inclus dedans, hein, ou à se retrouver quelques années plus tard dans la situation de père, mère de famille avec des enfants qui, pareil, voilà, l'école ça les saoule, ils ont envie de contourner les règles, ils ont envie d'y aller le moins possible, et parfois ça leur fait prendre des directions pas idéales, quoi. Et donc, qu'est-ce que tes parents ou qu'est-ce que les parents de manière générale peuvent faire selon toi différemment pour essayer d'aider leurs enfants? Ah, ça, c'est une question encore difficile. Moi, je considère que mes parents, ils ont réussi. Ils ont réussi à me donner justement cette éducation et cette intégrité. Et ils m'ont donné cette éducation où justement je cherche à être inspiré, à vouloir toujours faire mieux. Euh, Par contre, j'ai utilisé mon libre arbitre. Même si j'avais ce bon cadre, même si j'avais ce bon terreau pour pouvoir faire les choses correctement, bah, à un moment donné, ils sont pas à ma place. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide de mes actions. Et même si bah, je voyais qu'il y avait bah, tout ce qui était mis en place pour moi, bah, moi, je voulais aller encore plus vite. Ouais. Moi, je préférais mon intérêt. Donc, ce qu'ils auraient pu faire pour m'éviter de tricher, bah, honnêtement, je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui me disait, bah, écoute, ouais, regarde, la facilité, elle est là. Même quand on te demande de travailler, bah, à cet âge-là, t'as pas forcément envie, hein. Non, Donc, c'est clair, mais c'est compliqué. ouais, en fait, la décharge de dopamine, espèce de ce neurotransmetteur qui provoque le désir, le plaisir, est beaucoup plus facile à avoir en s'échappant d'un cours ou en ne travaillant pas et en grugeant avec une anti-sèche que en passant des années à travailler. Pourtant, Mais je suis bien d'accord, c'est jouissif. Quand tu vois que Elodie, elle a travaillé toute la nuit et que toi, tu viens avec un subterfuge et t'as la même note qu'elle, mais comment t'es content? ouais, t'es le roi du pétrole. Mais ouais. T'es le roi du pétrole. En tout cas, moi, c'était comme ça que je raisonnais à l'époque. Limite, effectivement, t'as un sentiment de fierté en fait d'avoir réussi à être plus fort que le système en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ce sentiment. Et alors,
Pour autant, tu vois, j'y pense parce que tu nous as raconté l'histoire de Joseph, hein, qui est une histoire tirée de la Bible. En gros, sans refaire toute l'histoire, c'est le fils de Jacob qui se retrouve, qui a 12 frères de mémoire, et alors c'est pas l'aîné, mais bizarrement c'est le préféré de Jacob, et du coup les autres frères sont tellement jaloux qu'ils finissent par le laisser dans une citerne au milieu du désert, et là il est récupéré par des marchands, et puis allez, après plusieurs péripéties, il se retrouve, comme tu le dis, gouverneur d'Égypte. Et la raison, l'une des raisons pour lesquelles il y parvient, c'est que il a ce don que tu évoquais, assez extraordinaire, qui est celui de pouvoir interpréter les rêves. Il les interprète de manière si judicieuse que le pharaon lui accorde toute sa confiance. Le domaine des rêves, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par la psychologie. On pense à Freud, on pense à Jung notamment, et notamment pour Jung, les rêves, c'est une fenêtre vers l'inconscient, cette partie énorme finalement de notre personnalité, mais qui, comme la face cachée de l'iceberg, est sous l'eau et difficilement accessible. Toi, alors c'est que moi je fais une longue approche pour arriver à une question simple. Toi, à l'époque où tu triches, tu as justement de temps en temps quand même cette partie enfouie en toi qui se traduit probablement par la voix de la conscience, ou peut-être dans tes rêves de l'époque également, te dit en fait c'est pas bien ce que tu fais, t'as pas, enfin tu dois pas être fier de toi, c'est naze quoi. Bien sûr, effectivement, il y a cette voix-là qui me dit, bah ouais, écoute, tu fais des choses qui sont pas correctes, mais souvent, bah, on essaie de se rassurer en disant, bah écoute, les autres aussi le font. Premièrement, c'est ce qu'on se dit tout de suite, hein, on se rassure en fonction de ce que le résultat des autres, et on dit effectivement, bah c'est ma façon aussi d'avancer. Est-ce que si j'avais travaillé plus, est-ce que j'aurais eu le résultat finalement escompté? On essaie de se rapprocher aussi, de se rassurer comme ça aussi en disant bah j'ai peut-être pas les capacités pour pouvoir réussir, et bah le moyen de tricher, bah ça me permet d'assurer le passage. Donc quand on est jeune, on a moins de recul, et cette voix elle est moins forte finalement. Donc on est un peu inconscient de pas mal de choses, et bah, finalement on fait les actions qui nous semblent les plus simples. Oui. Ce qui est malheureux, alors je comprends, c'est très très difficile, et j'ai pas personnellement de solution, mais c'est pour ça que je te pose la question, puis je la poserai à d'autres invités pour essayer d'enrichir mes convictions sur le sujet. Mais l'éducation à la conscience, c'est quelque chose de fondamental qu'on a probablement un peu oublié aujourd'hui. Mais savoir écouter la voix de sa conscience, c'est quelque chose qui, à mon sens, est important. Et puis également, on voit bien que finalement, ton attitude, qui était la mienne aussi, hein, enfin, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est un manque de courage en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'ai envie de passer dans la classe supérieure. Ouais, mais en fait, si t'es pas fait pour ça, il faut que t'assumes, tu vois. Enfin, il faut que t'assumes. Ouais. Et justement, j'en parle beaucoup dans le livre, le fait d'assumer. Parce qu'à un moment donné, j'arrête de tricher, justement. Mon livre s'appelle Je ne veux plus tricher. Et justement, j'ai un déclic. Et c'est en fait quand j'ai ce déclic-là que les choses se passent correctement. Mais au début, dans les prémices, quand j'assume vraiment qui je suis, en fait, les notes, elles sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques parce que finalement, c'est mon vrai Emmanuel. C'est vraiment moi, c'est vraiment mes capacités avec toutes mes lacunes. Donc, j'ai plus d'artifice, j'ai plus de béquilles pour pouvoir maquiller quoi que ce soit. Et c'est là ça fait mal. Et là, ça fait mal. On se dit, en fait, je suis vraiment faible comme ça. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ok. Et c'est là, en fait, que la progression, elle commence à arriver. C'est là qu'on essaie davantage d'être curieux, qu'on essaie de récupérer un maximum de choses. Mais c'est jouissif d'une autre manière également. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce déclic. C'est marrant, à la lecture du livre, moi, j'avais pas forcément vu un déclic. J'avais vu plutôt une progression. Mais toi, tu parles de déclic. C'est genre, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, Emmanuel, ça y est, tu es touché par la grâce. Et maintenant, tu es un autre homme. Voilà. Non, ça s'est passé comment en vrai? En vrai, c'est ça. J'arrive en première. Je dois passer en première ES. Et finalement, la veille du conseil de classe, je triche.
je me fais attraper. Et finalement, bah, c'est des déconvenus, je suis convoqué, tout ça, il y a des pleurs. Et je me dis, attends, mais là, mes parents, maintenant, finalement, ils se rendent compte que je triche. Donc là, je me dis, ah ouais, mais non, mais là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et finalement, c'est là que je me remets en question et je me dis, bah, écoute, ouais, j'arrête de tricher. Parce que ça m'apporte rien. Et en plus, je vois que j'ai des lacunes, mais qui vont pas être comblées si je continue dans ce sens-là. Et j'ai envie vraiment de savoir je suis fait, pourquoi je vais réussir dans ce domaine-là, et qu'est-ce que je sais faire. Et j'ai une véritable conversation avec moi-même en me disant, hey, pourquoi je fais tout ça là? Et finalement aussi, je m'inspire de certains récits, effectivement, où justement cette conscience finalement, euh, elle, elle nous, elle nous rappelle finalement bah, qu'on a besoin d'être intègre. Et je regarde également aussi dans les éléments du sport. Moi, j'ai beaucoup fait l'analogie avec le sport. Et je me suis dit, mais tu vois, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'il triche? Ouais, alors enfin, c'est exactement le sujet sur lequel je voulais aller, c'est-à-dire que tu as cette prise de conscience. En fait, probablement, tu as deux choix à ce moment-là. Soit, effectivement, tu adoptes la position d'honnêteté intellectuelle que tu as eue. Soit tu t'enfonces encore plus dans le mensonge en expliquant non mais j'ai triché, mais d'habitude je triche pas quoi. C'est la première fois que je trichais, je le referai plus, etc. Et puis tu continues à tricher, etc. Et donc là c'est plutôt le cercle vicieux. Le fait d'avoir été capable de prendre cette option numéro 1, c'est pas un hasard. C'est le fruit d'un certain nombre de choses que tu avais dans la tête, que tu avais reçu probablement à travers ton éducation. Et effectivement, alors moi, du coup, j'ai envie de comprendre un petit peu parce que c'est là où en fait tes parents ont réussi leur éducation. C'est-à-dire que quels sont ces récits fondateurs dont tu parles qu'ils ont mis dans ta tête et qui t'ont servi de miroir finalement à ce moment-là. Et puis également parce que tu l'évoques naturellement et je pense que tu as complètement raison. C'était quoi ton état d'esprit dans le sport, tu vois? Est-ce que dans le sport t'étais pareil, tu cherchais à tricher, ou est-ce que en fait t'étais un homme intègre dans le sport et du coup ça t'a permis de te dire il faut que je devienne un homme intègre aussi dans la vie intellectuelle? Bah, tu vois, j'étais un peu quand même roublard quand même dans le sport, tu vois. Aussi, tu vois, j'étais défenseur dans l'axe numéro 5. Et toujours je faisais des petites fautes, tu pouvais pas voir dans la surface, je te tirais ton maillot, toujours je faisais des petits tricks, toujours pour gagner du temps. Mais à un moment donné, effectivement, quand j'ai commencé à évoluer dans le sport, ces petites choses-là, ça pouvait pas forcément fonctionner parce que le niveau est devenu de plus en plus élevé. Donc finalement, même comme à l'école, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les astuces, les tricks, ça fonctionne sur un temps, mais ça peut pas être le fond de ton jeu. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais. Et quand je regardais justement des athlètes, mais Mayweather, moi j'étais fan de boxe déjà très jeune, même de football, et des joueurs qui sont charismatiques, et j'ai regardé un peu, j'essaie de piocher un peu, c'est quoi leur comportement, j'allais acheter les posters, j'ai regardé leur biographie, mais ces gens-là, ils disaient mais en vrai, on travaille. Ouais. Ils travaillent, donc à un moment donné, je me dis, mais et moi, est-ce que je travaille moi? Donc c'est comme ça déjà que j'ai pu faire ce parallèle. Et après, effectivement, sur les récits que j'ai pu entendre, bah, le récit, moi, qui m'a inspiré et qui inspire aujourd'hui ce que je fais, hein, c'est le récit de Joseph. Moi, l'histoire de Joseph, je le regarde parce que DreamWorks, ils ont fait un dessin animé sur Joseph. C'était Ben Affleck qui faisait la voix off. J'ai regardé ce dessin animé-là, c'était les créateurs de Shrek. Et ce dessin animé, il m'a profondément touché. L'histoire de Joseph, elle m'a profondément touché parce que c'est une personne, justement, bah, qui est passé par des moments difficiles. Il aurait pu se dire, bah écoute, maintenant, je suis passé par des moments difficiles, bah, je vais faire maintenant n'importe quoi. Je vais faire justement ce que la vie m'a donné et je vais devenir ténébreux. Non, il est resté intègre. Et c'est cette intégrité, en fait, qui moi, a été un rappel en me disant, mais tu vois, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, qui sont dans les challenges, mais qui restent droits et qui font les choses correctement. Et c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, ah ouais, j'aimerais ressembler à cette personne. J'aimerais avoir les mêmes fruits que cette personne, même si les moments ils vont être difficiles. Ah, c'est excellent ce que tu dis, Emmanuel, parce qu'en fait, c'est forcément un truc qu'on a tous de manière plus ou moins implicite dans la tête, mais c'est bien, je trouve, de le formaliser. C'est-à-dire que
dans cette éducation de la conscience dont je parlais, qui me paraît fondamentale en fait, voilà. Il y a effectivement le rôle traditionnel souvent des parents qui est de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut essayer de faire les choses bien, tu vois, et puis de l'expliquer, de le rationaliser, etc. Et puis il y a effectivement tous les exemples inspirants en fait qu'on va pouvoir mettre sous les yeux de ces enfants. Ça peut être effectivement un héros sportif entre guillemets ou un champion sportif qui effectivement vante les vertus d'un travail régulier, etc. Et c'est le cas d'ailleurs de tous les champions olympiques. Je sais plus quel entraîneur disait n'importe qui avec une santé normale peut devenir champion olympique. Il faut juste être capable de s'entraîner 10 heures par jour pendant 10 ans. Quoi. Voilà. Et donc on voit bien la vertu du travail. J'aime bien que tu évoques alors à la fois le récit biblique de Joseph et puis le film que alors moi je connaissais pas donc ça je vais le rajouter. Et puis ça me fait penser que conseille pour tes filles. et d'ailleurs dans ton bouquin t'évoques un autre film à 2 reprises que du coup j'ai regardé, qui est un fauteuil pour 2, c'est ça? Ouais, que j'ai trouvé très rigolo. Alors ouais, voilà, donc ça te fait rigoler, tu vois, on sent bien que ça fait partie de ces modèles inspirants que t'as eu. Ouais. Qu'est-ce que t'as retiré de ce film en fait? Ce film, je sais pas pourquoi, mais il me fait rire. En fait, à cette époque-là, je crois que j'avais 13 ans quand je regarde ce film-là. Et la conseillère d'orientation me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je sais pas pourquoi, j'entends beaucoup parler de trader. C'était à l'époque où tout ce qui était trading, c'était de la mode. Et finalement, je me renseigne sur pas mal de choses. Je fais pas mal de lectures et je lis la biographie de Jordan Belfort, le Loup de Wall Street. Donc je l'ai terminé à l'époque avant que le film de Scorsese sorte. Donc je suis vraiment très matrixé par cet environnement-là. Finance de marché et tout, alors je crois que j'ai 13 et 14 ans, je vends des chaussures en plus en même temps dans ma cité. Donc ouais, ça, je veux bien que tu... Attends, ça, vas-y, raconte-nous, parce que c'est énorme ce truc. Je me prends pour un trader, et donc voilà, c'est un grand de mon quartier, qui est en école de commerce, qui lui commande des chaussures un peu partout, aux États-Unis et en Asie, bref. Et donc il me ramène des cartons, et il me dit, écoute, vas-y, trouve des acheteurs. Et moi, je prends mon petit sac, et je sillonne toute la ville. Et je me fais un réseau comme pas possible et je vends des chaussures, mais je crois qu'en réalité, je tourne à plus de 1 000 euros, alors je crois que j'ai 14 ans. Avec du recul, c'est là que je me rends compte que j'en ai vendu mais des tonnes et des tonnes des chaussures. Et je me prends pour un trader, tu vois. Et donc ça me faisait bien rire et c'est comme ça que je prends finalement ma petite indépendance financière, finalement de mes parents. Et mais c'est comme ça que je comprends un peu les rudiments un peu du commerce, comprendre le besoin. Je me rends compte que dans cette cité, eux, ils aiment plus ces couleurs-là. Et j'essaie de comprendre, ok, la prochaine fois, je vais ramener plus des paires dans ce sens-là. Il y a des gens qui viennent chez moi un peu à n'importe quelle heure. Emmanuel, est-ce que t'es là? Est-ce que t'as pas une paire de 42, s'il te plaît? Je pars en vacances. Et finalement, c'est comme ça aussi que je peux vivre, quoi. Alors ouais, pardon, on va revenir sur le rapport avec le film, mais juste j'y pense là. Bon, Jordan Belfort, en termes de modèle pour le coup, c'est sûr que bon, ça se pose là. Enfin, c'est pas lui qui va te guérir de la triche, au contraire. Pardon, hein, mais quand j'ai lu l'histoire des Nike là que tu vendais effectivement dans le coffre de la bagnole, elles sont tombées du camion ou c'est de la contrefaçon ou c'est des vrais Nike? Alors, dans le lot, effectivement, il y a des fausses Nike, hein, c'est des contrefaçons. Il y a un qui est tombé du camion, purement dit. Mais effectivement, c'est des sites internet à l'époque, qui reprenaient soit des invendus. Et effectivement, dans le tas, malheureusement, en fait, c'est des usines, où quand il y avait un défaut sur une paire Nike, au lieu de la jeter, ça passait par un autre réseau, effectivement, et moi, je recevais ça dans le carton. Donc, deux fois, sur certaines paires, effectivement, il y avait une petite éraflure. Ouais. Nous, on vendait ça. D'accord, ouais. Mais donc, ça t'entretenait quand même dans l'idée d'argent facile, de bon, ok, on peut s'arranger un peu avec les règles, ça passe, quoi, tu vois. Voilà. Et alors le film? Et alors le film, effectivement, c'est l'histoire de Billy Ray Valentine. C'est une personne qui vient du quartier, qui n'a rien et qui fait finalement figure de cobaye dans une expérience avec deux messieurs qui sont très riches, qui travaillent justement dans le trading et qui prennent finalement
le personnage de Billy Ray Valentine avec une autre personne qui travaille dans leur bureau en tant que trader, Louis Winthorpe, et donc ils échangent leur rôle pour savoir si finalement Billy Ray Valentine va pouvoir agir comme Louis Winthorpe, avec les mêmes codes, avec la même facilité de faire des affaires, et est-ce que finalement il sera performant dans le domaine dans lequel il va exercer. Et finalement, tout le film, je vais pas spoiler, hein, parce que voilà, mais tout le film nous montre finalement que c'est en fonction des conditions dans lesquelles on est, la manière dans laquelle on donne de la confiance, finalement qu'on arrive à exceller, oui ou non. Je trouve que c'est une belle histoire de moralité, et ça me donne aussi un exemple finalement que tricher, des fois c'est pas forcément la bonne solution. C'est également dans le livre de Jordan Belfort que je me suis rendu compte qu'effectivement la triche ça dure un moment. Tu vois, finalement ça aussi il finit en tôle. C'est dans ces genres de choses, de contenu finalement que je me suis rendu compte que sur le long terme, que la triche ça va pas me servir. Alors, comment on fait une fois qu'on a réalisé que, ok, on va pas tricher, etc., et qu'il faut, il faut travailler honnêtement, etc., qu'on se rend compte du coup qu'en fait, on n'est pas très bon, qu'il va falloir se mettre au travail, que ça va faire mal, que ça va prendre du temps. Comment tu te motives? Parce que c'est bien, tu vois, d'avoir cette révélation, mais il y a un moment, quand ça devient dur, la tentation, elle est quand même grande de te dire, bon, là, je vais quand même un petit peu arrondir les angles, tu vois. Tu vois, tu parlais de rêve. Voilà, c'est ça, hein, qui te permet en fait de te motiver en disant écoute, voilà, je rêve d'un futur meilleur, j'aimerais bien aider mes parents dans ce sens-là, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien aller là, j'aime bien le voyage, j'aime bien ci, mais pour y arriver, il faut que j'arrive à avancer et que je sois justement la personne à même de pouvoir y arriver. Donc il faut que je me donne les moyens, tout simplement. Donc il faut y aller. Et donc il faut à un moment donné travailler. Donc ce que j'ai fait moi par exemple, c'est me rapprocher justement des passions, parce que je me suis dit si je me rapproche des choses que j'aime, je vais moins considérer que c'est du travail. Et donc à chaque fois c'est ce que je faisais, j'essaie de m'approcher de la culture générale, des choses que j'appréciais pour me donner envie de travailler dans ce sens. Donc c'était comme ça que j'essayais de me motiver. Alors quand on regarde un petit peu ce qui est écrit comme ouvrage sur la motivation, il y a beaucoup de composantes de la motivation. Ce serait difficile de les résumer comme ça, mais dans ces composantes, il y a motivation externe versus motivation intrinsèque. C'est-à-dire que la motivation, et on le comprend facilement, est beaucoup plus durable à partir du moment où c'est une motivation qui vient de l'interne. Donc par exemple, si c'est comme ça a l'air d'être dans ton cas, le fait d'être aligné avec l'image que tu as de toi-même, et donc pas être en dissonance cognitive, c'est une motivation interne, et donc elle est plus durable et plus puissante que le risque de te prendre une tôle par le prof, voilà. Si ta motivation c'est l'ego par exemple, eh bien c'est une motivation interne, et là aussi sera plus puissant que la promesse d'une prime par exemple, ou voilà. Exactement. Donc justement dans le livre, justement j'en parle de ce que tu viens de dire, cette variable là. Je dis à un moment donné je voulais plus travailler pour les notes, parce qu'à un moment donné j'étais très axé sur les notes, et c'est comme une prime ça à un moment donné moi ça me motivait pas, en tout cas je préférais justement m'accrocher sur quelque chose de beaucoup plus fondé. Et alors parmi les autres critères, on a observé que les salariés notamment, qui réussissent à concilier à la fois le sens de ce pourquoi ils travaillent et leur passion sont et de loin les plus performants. Mais que entre le sens et la passion, c'est-à-dire je fais ça, le sens c'est je fais ça pour une cause, la passion c'est je fais ça parce que j'aime bien ça. Entre les deux, l'élément le plus puissant, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le sens, quoi. Est-ce que en relisant un petit peu ta vie, en tout cas le début de ta vie, là où t'en es, est-ce qu'il y avait une quête de sens à un moment, c'est-à-dire de quelque chose de plus grand que toi dans ce que tu voulais faire? En effet, En effet, effectivement, quand on lit des récits bibliques, effectivement, à un moment donné, on se dit, pourquoi je suis là en réalité? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que les dons et les qualités que j'ai
finalement, elles vont servir à quelque chose de plus grand que moi. On se pose ce genre de questions qu'on a un peu jeune et finalement, on n'a pas forcément les résultats. Mais comme tu le disais tout à l'heure, mon livre, il parle de processus. Et finalement, c'est au travers de ce processus-là que moi, j'ai trouvé effectivement un sens. Et c'est là que j'ai pu faire effectivement l'analogie finalement avec la vie de Joseph. La vie de Joseph, son don, c'est pas pour lui. Effectivement, lui, ça lui permet d'avoir des succès, effectivement. Mais en réalité, le don qu'il utilise, c'est pour une multitude de personnes. Finalement, le don qu'il utilise, c'est pour qu'il puisse gouverner un pays. Finalement, le don qu'il utilise, c'est pour sauver également sa famille. Donc, le sens de tout ça, de sa vie, finalement, c'est d'aider d'autres personnes. Et il accompagne d'autres personnes. Donc, effectivement, moi, très tôt, je me suis dit, bah, effectivement, ce que je fais, j'aimerais bien que ça a du sens et que ça puisse m'aider moi et aider également d'autres personnes. Donc, c'est dans ce sens-là, effectivement, que j'ai essayé de grandir en me disant, bah, dans tout ce que je vais faire, si j'ai du succès, bah, faut que ça serve à quelqu'un. Sinon, pour moi, j'avoue, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça rejoint pas mal. Il y a un psychologue américain qui a énormément travaillé, qui a eu un rôle assez fondateur sur, on va dire, la psychologie du bonheur, l'étude du bonheur sous un angle psychologique. Et lui a réussi à mettre à jour, on va dire, un certain nombre de facteurs qui sont assez corrélés, ou en tout cas même qui sont assez explicatifs du fait que une personne va déclarer se sentir épanouie ou heureuse. Et l'un de ces facteurs, donc je crois qu'il y en a 5 de mémoire. L'un de ceux-là, c'est ce qu'il appelle la spiritualité ou la transcendance. Donc en l'occurrence, ça peut être la foi, effectivement, ancrée sur la Bible. Qui donne le sentiment, ou en tout cas, enfin, qui permet justement de répondre à cette quête de sens que l'on a tous, avoir le sentiment que l'on agit pour quelque chose qui est plus grand que nous. Alors, c'est exigeant d'avoir la foi et d'essayer de se conformer au principe de cette foi-là, mais on observe que, et ça peut paraître contre-intuitif, encore une fois dans notre société, mais qu'en fait, plus les communautés, plus les personnes ont une foi stricte entre guillemets, c'est-à-dire essayent d'être fidèles aux principes de leur foi et à la pratiquer, plus généralement ils déclarent un haut niveau de satisfaction par rapport à la vie. Donc d'une certaine manière, ce que tu racontes est une bonne illustration, je trouve, de ce principe-là. Ouais, c'est top. Alors, donc dans ton parcours, on voit bien qu'il y a finalement ce substrat éducatif, culturel, qui te permet d'avoir ce déclic et de faire le bon choix au moment du déclic. On voit également que tu acceptes le fait d'être faible, le fait de devoir travailler pour combler cette faiblesse et être plus fort. Dans les dons que manifestement tu as reçus, il y a celui d'être assez accessible comme gars, assez sympa, t'as pas peur d'aller vers les autres, et t'as une capacité de networking qui paraît assez au-dessus de la moyenne en tout cas. J'aimerais bien que tu nous expliques comment cette capacité à créer du relationnel, à aller chercher les gens, t'a permis de franchir un certain nombre d'étapes, et que tu nous racontes comment tout ça t'a amené ultimement à Berkeley avec pour forger ou améliorer ou accélérer Safnat Panéa. Bah écoute, c'est une question qui souvent on me la pose, mais effectivement c'est particulier parce qu'en réalité je fais ça naturellement dans le sens où bah, je parle avec les gens en fait. Moi quand je sais pas, il y a plein de choses sur lesquelles je sais pas, tu vois, donc je pose des questions et finalement bah ça me fait rencontrer des gens et c'est boule de neige, mais c'est véritablement comme ça. En réalité quand j'ai une problématique, je dis bah écoute, ouais, j'ai envie de créer une montre. Ah mais comment tu vas créer ta montre? Tu connais les gens des horlogers, toi? Ah oui, il faut des horlogers pour le faire. Ok, bah oui, il faut des horlogers. Bah va demander à un tel, il va te dire qui tu vas rencontrer. Je prends le téléphone, je dis bah écoute, monsieur, bonjour, je suis désolé, on m'a demandé de venir vous voir parce que... Et au fil
en une aiguille, bah finalement tu tombes sur les réponses. Et moi, mon cheminement, il était comme ça. C'est je me pose la question, comment je vais faire? Et finalement, je rencontre des gens. Et finalement, ces gens-là, eux aussi, ils ont des besoins. Donc moi, je leur dis, mais vous savez, moi aussi, je connais quelqu'un qui sait faire ça, hein, en réalité. Hein. Et boum, et je leur donne. Et ils me donnent. Et on avance comme ça. Et quand je réussis ce que j'ai besoin de faire, bah, j'appelle la personne en lui disant, grâce à vous, tu te rappelles quand tu m'avais donné ce conseil-là, ben finalement, j'ai réussi. Et donc, j'entretiens ma relation comme ça. Et on se souhaite une bonne année et on avance ensemble. Et, euh, et donc, moi, je considère que, en fait, on peut pas devenir quelqu'un ou arriver à son but tout seul. Moi, j'y crois pas. C'est pour ça que le slogan, c'est nous devenons. C'est ensemble, en fait, qu'on arrive à faire quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour y arriver. Euh, et donc, c'est pour ça, naturellement, je vais vers les gens pour parler de mon besoin, de voir si moi je peux répondre aussi à leurs besoins. Et comme ça, c'est win-win. Et tout le monde est content. C'est de cette manière-là que j'essaie d'établir justement mon réseau. Et alors sur le plan professionnel, quelles sont les rencontres ou la rencontre qui a peut-être le plus joué pour toi? Et il y en a plusieurs des rencontres qui ont beaucoup joué. Par exemple, si on reprend sur le contexte un peu du livre, de ma scolarité, il y a une dame qui s'appelle Hélène Desmé, qui m'a beaucoup aidé. Je voyais en fait à l'époque, je crois que j'avais une vingtaine d'années, je cherchais un stage, une alternance, j'arrivais pas du tout à trouver, mais je voyais que sur LinkedIn, elle aidait pas mal les jeunes de Neuilly à trouver des stages, mais des stages de ouf. J'ai dit, mais c'est incroyable, pourquoi la ville de Neuilly-sur-Seine, ils font des choses comme ça alors que, tu vois, je sais pas s'ils en ont vraiment besoin. Et je me disais, mais c'est un délire, pourquoi à Villers-le-Bel, il y a pas ça? Allez, j'envoie un message sur LinkedIn. Écoutez, madame, je suis désolé, je vous connais pas, vous me connaissez pas, je viens de Villers-le-Bel, je suis pas du tout dans votre scope. Mais j'avoue, je trouve que c'est intéressant ce que vous faites et est-ce que vous pouvez m'aider? Elle me dit, écoute, viens dans mon bureau. Et finalement, je vais dans son bureau et ça devient mon mentor. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, 8 ans après. C'est elle qui me donne des conseils, c'est elle qui m'aide et c'est elle qui finalement me fait rencontrer une personne imminente dans le milieu de la haute horlogerie qui m'a finalement permis de connaître l'horloger qui a travaillé sur mes montres et ainsi de suite. Donc voilà, le réseau en fait, il se décuple avec une rencontre, avec une personne et j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant. Et là, ce qui bloque la plupart des gens, je pense, c'est d'une part la timidité quand tu sollicites quelqu'un que tu imagines haut placé ou d'hyper important, tu te dis ah ouais mais je vais être tellement timide que je vais vraiment passer pour une sorte d'énorme jambon parce que je vais m'en mêler, je vais mal parler, je vais mal présenter mes trucs. Donc ça c'est probablement la première chose, donc une forme de timidité et puis le fait de dire mais je vais me faire jeter quoi. Le gars il en a rien à foutre de moi en fait. Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est des choses justement. Moi aussi, je me pose. Moi, je suis quelqu'un. Tu t'es pris des vestes aussi. Je suis réservé déjà de base. Dans ma personnalité, je suis quelqu'un de réservé. Et effectivement, des fois, ça fonctionne pas. Hein. Il y a des gens, ils ont pas le temps. Mais c'est normal, hein. C'est normal. Mais je me dis, écoute, j'aurais essayé. J'ai pas de regrets. Et au moins, j'aurais fait le maximum. Mais c'est sûr que les portes, elles vont pas s'ouvrir tout le temps. Hein. Donc, il y a un moment donné, il faut toquer. Et à un moment donné, la porte, elle s'ouvre. Hein. Frappez et l'on vous ouvrira. Moi, j'y crois. Hein. J'y crois. Donc, ce genre de phrase, finalement, c'est qui m'a bercé, effectivement, depuis que je suis jeune. Et finalement, c'est comme des rappels hein, que j'ai besoin, justement, d'appliquer. Et les choses se passent. Et alors concrètement, comment tu fais là, tu nous as raconté pour Hélène, c'était sur LinkedIn, tu lui envoies un message, c'est ça? Un message très clairement. La plupart des. Mais sur LinkedIn, tu peux envoyer juste un tout petit message, sauf si t'as l'abonnement premium, je sais pas quoi, mais. Alors moi. Donc c'est genre 3 lignes quoi, enfin ou 5 lignes. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ajouté et j'ai commenté aussi son post. D'accord. C'est ce que j'avais fait et c'est comme ça qu'on était rentré en contact parce que effectivement, je l'avais pas dans mon réseau direct et c'est comme ça finalement que j'ai pu l'avoir. Ouais. Ouais, donc t'as commencé par donner d'une certaine manière avant de commencer à recevoir. Exactement, ouais, c'est vrai.
Tu nous racontes une autre rencontre improbable ou que t'as pu faire grâce justement à cette capacité à sortir. Euh, Comme ça, je sais pas. J'ai rencontré du monde, donc Qui t'a envoyé, qui t'a ouvert les portes de Berkeley là? Raconte-nous comment ça s'est Berkeley, passé. comment ça se passe? L'histoire elle est longue, hein, mais déjà à la fin de mes études, moi je fais un programme d'une association qui s'appelle Les Déterminés. Les Déterminés, ça a été créé par Moussa Camara. C'est un programme fabuleux qui initie justement à l'entrepreneuriat, comment travailler son business plan, comment travailler son idée, des choses comme ça sur une période de 6 mois. Donc je fais ça à la fin de mes études. Ça se passe hyper bien. Et à la fin de ce programme-là, finalement, il y a un incubateur qui s'appelle le School Lab qui repère mon projet parce qu'on avait une idée assez technologique et qui me dit, bah écoute, nous on peut te financer des études à Berkeley et comme ça tu pourras travailler avec des ingénieurs sur ton projet. Donc il y a un concours et finalement le concours je le passe et finalement les professeurs de Berkeley me disent, bah ouais, tu viens. Et donc là, ils me disent, tu viens, mais ils me disent, t'as 2, 3 semaines pour t'organiser pour venir. Et donc, il faut de l'argent, il faut que tu montres à l'ambassade que de l'argent et compagnie. Et là, je commence à flipper parce que les frais, ils sont élevés, j'ai pas de sous. Donc, c'est là qu'avec mon réseau, bah, finalement, on arrive à trouver une solution. En peu de jours, on trouve l'argent qui est nécessaire et finalement, je m'envole pour Berkeley. Ouais. Donc, de fil en aiguille, en fait, hein. C'est jamais, en one shot, il y a toujours un process, même dans le réseautage finalement, qui nous permet en fait d'arriver à un point donné. Et alors aujourd'hui, tu continues à faire du sport. Est-ce que ta pratique du sport a évolué et en quoi ça t'aide finalement dans ta vie d'entrepreneur? Alors moi carrément avec mon associé, on a créé un club de sport. On a créé un club de chess boxing sur la ville de Villers-le-Bel et notre club, il permet en fait de répondre à une autre problématique qui est sociale. C'est-à-dire que nous, qu'on était au foot à l'époque, on était en prépa, on n'avait pas le temps d'aller au foot parce qu'on se disait que malheureusement ça allait nous perturber dans nos études et que ça allait pas forcément nous apporter une plus-value dans notre scolarité. D'accord. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre club, nous on dit à chaque fois que tu viens dans le club, t'es un adhérent, tu viens dans le club, bah tu reçois un mentor, une personne qui va t'aider sur des problématiques scolaires ou ça peut être des problématiques liées à l'insertion professionnelle. Et donc on a créé un club de chess boxing, donc toujours des trucs particuliers qu'on fait nous, toujours farfelu, hein. Mais c'est un sport. Ouais, il faut que tu nous expliques ce que c'est. C'est un sport qui mélange les échecs et la boxe. Donc c'est un sport qui a été inventé par Enki Bilal, qui a dessiné justement une bande dessinée qui raconte un peu ce sport-là, et c'est les traders londoniens qui ont popularisé ce sport. Donc on est sur un ring, on boxe pendant 3 minutes. Si on n'arrive pas à mettre KO son adversaire, l'arbitre il apporte le plateau d'échecs. Il faut mettre échec à mat son adversaire et ainsi de suite. C'est un délire. Et c'est finalement l'archétype un peu du développement personnel puisque finalement physiquement on a besoin d'être hyper fit et intellectuellement bah, on a besoin d'analyser, de faire des stratégies et bah, malgré l'effort, malgré l'endurance qui commence à s'amoindrir, il faut quand même arriver à réfléchir sur le plateau. Ouais, garder sa lucidité. Ouais. Donc c'est un sport de ouf que nous on kiffe et qui nous aide justement à nous défouler et à souffler aussi, hein, parce que l'entrepreneuriat c'est pas facile. Donc ce sport-là, nous, ça nous permet de nous aider dans notre vie de tous les jours. Ok. Quelles sont les prochaines étapes pour Safnat Paner? Safnat Paner, nous on aimerait vendre davantage. Hein. Donc aujourd'hui on a vendu un peu aux États-Unis, un peu aux Pays-Bas, à Londres et en France. Mais aujourd'hui on cherche des investisseurs justement pour travailler davantage notre offre et surtout nos pubs justement qui vont permettre d'acquérir davantage de clients, travailler davantage nos gammes. On travaille vraiment sur toute cette valeur. C'est pas évident. On pensait que nous créer une montre c'était assez simple et finalement on se rend compte que c'est hyper chaud. Et donc on continue, on lâche pas. Les valeurs sur notre cadran, on a un petit système d'ancrage nous sur notre concept, c'est simple, sur notre montre. C'est qu'on a mis à midi, on a mis un petit symbole qui représente la détermination, la curiosité, la persévérance, le courage. Donc on est un peu affublé par notre situation,
on regarde notre montre et on se rappelle que ouais, on a besoin d'être courageux, on a besoin d'être déterminé, d'être persévérant. Ça nous rappelle qu'on est sur le bon chemin, donc il faut y aller. Donc on peut faire agrandir notre communauté et donner de la valeur à notre communauté. D'accord. Et si on veut te retrouver ou si on veut acheter ou regarder les montres que tu produis, on va où? safnotpania.com et Safnotpania sur Instagram. Ok, mais on mettra le lien dans les notes du podcast. Écoute Emmanuel, je te remercie beaucoup pour cet exemple extrêmement inspirant, pour les conseils finalement assez pratiques. Je trouve que j'en retire et qui j'espère permettront à beaucoup de vivre leur vie sabre clair. Je te souhaite une bonne journée. Merci Christophe. Merci pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre au clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre au clair.